Vous êtes là? Oui, on est ici. Oui, oui, Ah, monsieur. Oui, oui, il excellent, faut parler. excellent. Alors, je vais juste changer de plateforme. On va passer vers la plateforme officielle. Comme ça, on aura l'occasion de visualiser une vidéo mandatory, obligatoire de Lioche. Voilà. Alors là, c'est depuis la plateforme. Alors, juste pour votre information et pour vous yani, sensibiliser sur l'importance de l'accréditation, ça veut dire quoi être accrédité pour délivrer ce type de formation? Il faut savoir que parfois, on reçoit, nous, des remarques de l'IOSH que peut-être vous avez passé moins de temps sur tel slide ou autre, parce que tout ce qu'on fait est enregistré chez eux. Ils ont parfois, ils ne font pas ça systématiquement, sinon ils ne peuvent pas travailler, donc ils ne font pas ça systématiquement. Donc ça s'appelle la modération. Donc ils ont l'autorisation d'aller vérifier combien de temps on a passé sur un slide ou autre, et ils ont un minimum required qu'il faut passer par slide. Alors, je vais rapidement passer directement vers la vidéo. Comme ça, on peut avoir l'image et le son. Vous entendez également le son? Oui, oui. On visualise ensemble et comme ça, on revient vers les remarques.
Sáng食飯魚啊，都冇嘅，飯魚鋪咧。有啊，喺呢度咯。呢份只係你食屋嘅菜單嚟嘅喎，有鰻魚就得啦。咖喱飯炒飯魚冬麵得炒嘅。啊，鰻魚啊！我嘅集中力好似唔夠好嘅。真係做咩成日心喐喐想食啲地道人啲嘅嘢咧？啊，你睇下西餐廳啊！咪就係喺車站後邊嗰間咯。巴師奶，我哋想食呢個地地蛋包飯就唔使特登叫外賣啦，蛋包飯自己整得啦，食幾多都有啊！我自己今日想食啲蛋包，你今日想食㗎？你老豆都想食㗎？Alors oui, évidemment. Donc la vidéo Your Family Needs You, c'est une vidéo très touchante. Hein. Je ne sais pas si vous avez des remarques. Hein. نسأل الله السلامة والعافية. Ouais, ouais, effectivement, alhamdoulilah. Effectivement, donc ça, c'est quoi l'idée derrière? C'est de vous dire que votre métier ne s'articule pas autour des chiffres. Hein. C'est un peu la signification derrière votre taux de fréquence, de gravité. Donc on peut s'amuser, créer des graphes, voir un peu l'évolution, mesurer la gravité, mesurer les taux de gravité, dire qu'on était à 2,5. Mais derrière ces chiffres un peu banals, il y a derrière des vies qui ont, qui ont, qui ont vécu des moments dramatiques. C'est ce qu'on appelle le life-changing events. Donc, un accident de travail, c'est pas toujours une coupure, une blessure, comme on a l'habitude d'entendre les directeurs dans les réunions. J'en participe pas mal de fois dans des audits et j'entends cette fois-là des petites blessures de rien, comme s'il utilisait, travaillait avec, je sais pas, c'est des machines, hein, c'est des travaux en hauteur, c'est vraiment des grands risques entrepris par les opérateurs. Et malheureusement pour moi, ou heureusement, je sais pas, bon, comme j'ai dit, j'ai eu l'occasion de travailler 9 ans dans le secteur minier, dans une zone un peu difficile, donc le travail souterrain. Donc j'ai eu l'occasion d'investiguer, de participer dans pas mal de 20 accidents mortels déjà, avec plus d'une centaine d'accidents graves. Donc c'était pas toujours facile hein, de voir les femmes veuves, les orphelins perdus. Hein. J'ai vu des cas où tu vois la femme elle est perdue. C'est pas, il n'a aucune prévision du futur. Donc vous savez, généralement dans les mines, c'est toujours dans les loins reculés, donc dans les villages, donc où la femme n'a vraiment pas de source de revenus. Donc elle a fait toute sa confiance monétaire, soi-disant, de vie dans son mari. Donc, alors après un accident dramatique comme celui qui provoque soit une incapacité permanente ou un accident mortel, donc c'est catastrophique pour la famille. Donc c'est, comme j'ai dit, c'est au-delà de l'aspect chiffre ou autre. Donc il y a un aspect humain, un aspect moral qui vous pousse à faire votre travail.
hein, qui vous motive à faire votre travail. Parce que oui, vous êtes probablement des salariés, donc vous touchez un salaire, vous faites un travail, mais il y a une interaction. Vous faites un travail, un job noble, qui est celui de protéger la vie et la sécurité des gens. Donc, je ne dis pas que les autres travaux ne sont pas nobles, donc c'est aider l'entreprise à pérenniser son existence, à faire des profits d'une manière équitable, éthique, c'est bien, mais encore mieux, c'est d'aider vos collègues, vos camarades à sécuriser leurs sources de revenus, à sécuriser leur santé, leur sécurité. Donc, moi, donc maintenant, je vais juste revenir à la slide ou à la présentation d'habitude et je veux juste vous dire qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui dans une entreprise? Qu'est-ce qui va la motiver à mettre en place un système de management SST et améliorer sa culture de sécurité? Quelles sont les motivations? Ça veut dire que aujourd'hui, votre entreprise n'est pas un organisme à but non lucratif. C'est une association de personnes, d'employés et d'associés qui se sont associés pour un but lucratif, hein, pour faire de l'argent. Ça, c'est le pas pour les opportunités de travail. Donc, ça peut être ce qu'on appelle les effets d'entraînement, hein, automatiquement une responsabilité sociale. Mais en premier lieu, ils sont là, ils ont un capital, se sont regroupés pour faire un but lucratif et gagner des bénéfices. Qu'est-ce qui va la pousser par la suite à intégrer des aspects de SST, hein, de santé et sécurité au travail de ses collaborateurs? Donc, quelles sont les principales motivations, hein? Je sais qu'il y en a plusieurs, mais selon vous, quelles sont les majeures? Quelles sont les motivations majeures? Parce que qui dit mise en place d'un système de management dit un investissement en argent, un investissement en temps. Donc, il faut lui consacrer du temps, du ressources, recruter une personne. Donc, je sais pas, donc tout ce qui est en termes d'investissement pour atteindre un objectif qui est la santé et la sécurité de ses collaborateurs. Mais qu'est-ce qui donne lieu à cet objectif pour qu'il soit d'importance majeure pour l'entreprise? Selon vous, c'est quoi la motivation? Oui, Monsieur Khalid, je vois Oui. que pour atteindre ces objectifs, une entreprise doit bien aménager cette sécurité-là. Il fait ça, mais pourquoi? Pourquoi il doit aménager? Pourquoi il doit acheter des EPI? Pourquoi? Parce qu'il Qu'est-ce qui doit motive atteindre ses l'entreprise à faire ça? objectifs. Parce Hmm? qu'il doit atteindre ses objectifs. Objectif. شوف, كونوا صريحين, l'objectif d'ILA, c'est un chiffre d'affaires et c'est des bénéfices. Donc, moi, les premiers objectifs. Si l'entreprise ne fait pas de chiffre d'affaires, ne fait pas de bénéfices, donc il va fermer, hein. Donc les actionnaires vont retirer leur argent. Mais si on aura toujours des accidents, on n'a pas bien géré ce risque, on Oui, n'atteindra jamais nos objectifs. Et d'accord. Ça, c'est- c'est selon toi. Pour Oui, minimiser les accidents au sein de l'entreprise. d'accord. Minimiser les pour cela accidents, ça, qu'on c'est doit un bien gérer le risque. parfait. Euh, Oui, d'autres je pense, raisons, Tamara? moi, je pense que l'entreprise doit protéger la santé et la vie des travailleurs en réduisant les accidents, les blessures, les maladies professionnelles, préserver l'intégrité physique et psychologique des employés, améliorer la performance de l'entreprise. Tous ces facteurs doivent rentrer en compte. C'est former aux D'accord. obligations légales et normatives de l'entreprise, Mhm. favoriser l'engagement et la participation du personnel, Oui, développer un climat de confiance et de collaboration, par exemple, oui. responsabiliser les travailleurs en les rendant acteurs de leur propre sécurité, OK. prévenir des risques à long terme, tels que mettre en place les démarches proactives plutôt que réactives. D'accord. Yes. Si on peut Oui. résumer en catégories, par exemple, euh, quelles sont les trois grandes catégories qui vont justifier pour une entreprise
c'est investissement. Hein. Il faut toujours le penser en termes d'investissement. Qui dit investissement, dit un effort, dit de l'argent, dit du temps. Hein. Le directeur, il a beaucoup de responsabilités, pourtant il doit assister à la réunion du comité d'hygiène. Il doit signer des documents qu'il doit d'abord lire et comprendre en relation avec la SST. Donc tout ça, c'est important. On doit assister dans un audit de sécurité. Peut-être il y en a plusieurs. Pourquoi il doit faire tout ça? Selon moi, Oui, en catégorie. il y a ça. Il y a ça. Il y a Donc, aussi, pardon, l'image de l'entreprise. Oui, désolé Hassan, on laisse la parole à Ali. Oui, et après Hassan. Selon moi, donc, les trois catégories, on peut résumer par exemple le coût direct, l'argument moral plutôt. Donc, l'argument moral, économique et juridique. C'est ça, on peut dire peut-être c'est ça qui peut entraîner donc à l'entreprise ou bien à l'employeur, donc d'impliquer aussi la culture santé-sécurité Ouais. à ses employés. Peut-être par rapport à ces trois piliers, on peut convaincre donc l'employeur d'impliquer, de faire rayonner dans son entreprise la culture santé-sécurité. Oui, effectivement. Donc, Monsieur Ali, merci. Et c'est ça le risque d'avoir des candidats qui ont déjà passé le débauche. Parce qu'ils ils te donnent directement les trois grands arguments. Tu n'as rien laissé aux autres. N'est-ce pas, Ali? Ouais. Oui, effectivement. Donc, voilà, si un camarade peut reprendre. Oui, camarade Hassan. Donc, À presque tout résumé, ouais. comme il a si bien dit, Je crois que l'entreprise. Camara, pardon, je crois que Camara a bien précisé les trois choses que vous avez dit, mais je Effectivement. vois que pour les managers, ils ont toujours tendance à protéger les marques de leur entreprise. C'est seulement ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire, ils doivent bien manager ces choses-là. Surtout le volet sécuritaire, comme vous avez dit. C'est tout ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire, ils doivent essayer de minimiser les risques, de bien approcher ces risques-là, soit qu'ils sont connus ou inconnus. Merci. Oui, c'est clair, c'est clair. Maintenant, juste, il faut penser l'entreprise en tant que président, en tant que conseil d'administration. Il a le budget dans l'année qu'il doit investir pour avoir encore des bénéfices. Et toi, tu viens lui demander de l'argent dans le cadre d'un budget d'améliorer la culture sécurité. Tu vas faire appel à un cabinet, un grand cabinet. Tu as besoin d'1 million de dirhams, 3 millions de dirhams pour améliorer la culture sécurité. Pourquoi tu penses que le conseil d'administration va autoriser de libérer le budget? C'est ça ce qu'on est en train de penser, parce que en pratique, oui, on est des humains, toi, tu travailles avec les autres, les managers, mais il y a derrière trois choses qui ont été citées par Ali, donc qui vont motiver avec le conseil pour libérer de l'argent, parce que en fin de compte, c'est de l'argent qui a été gagné, ils ont fait un effort pour avoir cet argent. Oui, Camara? Ok. En fait, je disais que M. Ali a presque tout résumé pour ce qui est de la culture SST et le comportement humain. Oui. Ce que je peux résumer, en premier lieu, l'entreprise doit protéger d'abord les personnes. Oui. Améliorer la performance organisationnelle. Et oui. en troisième, ce que je peux ajouter, c'est rassurer de la conformité légale des exigences qui sont dans l'entreprise. Exactement. Effectivement, donc c'est ça, il y a des choses à faire. Et les buts majeurs qui ont été cités, c'est le moral, le légal et le financier. Ok, ça c'est les motivations. La motivation morale. Pourquoi la motivation morale? Il vient à la tête, malgré que probablement beaucoup moins de gens vont penser directement à la motivation morale, parce que qui dit administration, qui dit conseil d'administration, qui dit président, qui dit DG, qui dit employé, qui dit toi, qui dit moi, on parle de personnes.
on parle d'une personne physique, en os et en chair. Donc, on est là, on a des sentiments. Hein, et ce sentiment de culpabilité, personne n'aime le sentir. Donc, si demain, je viens te dire, voilà, tu as participé dans la mort de mon fils ou dans la mort, donc c'est la maman qui te dit ça, donc tu vas rester toute ta vie avec cette culpabilité. C'est ce qui est arrivé avec plusieurs directeurs. Moi, j'ai assisté avec un directeur qui nous a raconté, c'est un directeur de site, et pendant un audit, il nous a raconté une histoire qui lui est arrivée. Donc, il nous a dit, voilà, vous savez, le secteur, c'était dans une mine éloignée. Donc, ils ont dit, voilà, ils ont eu un accident mortel, un accident grave, où une jeune personne a malheureusement trouvé la mort suite à un éboulement de terre. Donc, il est parti aux funérailles. Donc, Yazzie, la maman du défunt. Donc, en rentrant à la maison de la victime, il entendait des hurlements. C'était la maman qui criait « Pourquoi le tueur de mon fils est venu me voir? Faites-le sortir !» Donc, Anna, avec une voix, une maman en deuil, donc lui, il n'a jamais vécu ça. Donc, il était toujours, vous savez, quand les cités minières dans les villages éloignés sont accueillis comme étant les chefs de commune, hein, comme étant les présidents, parce que le village ou les villages à côté dépendaient de leurs contributions. Donc, ils étaient là bien accueillis dans les villages. Alors, pour lui, c'était probablement la première fois où il a été chassé de cette maison et voire du village. Donc, pour lui, il a été traumatisé. Et il me disait qu'à chaque fois, avant de commencer un nouveau projet, il suppliait ses subordonnés de ne pas revivre ces scénarios parce qu'il ne souhaitait absolument pas de le revivre. C'était pour lui un choc pendant toute sa carrière parce qu'il n'a jamais pensé qu'il soit incriminé, qu'il soit être nommé de tueur. Vous savez que quand on dit homicide, même si c'est pas volontaire, c'est involontaire, mais mais il y a le terme, l'homicide. Tu es déjà, donc, par négligence, par imprudence, tu as déjà participé. Et c'est ça l'aspect moral. Personne ne peut s'en échapper parce que à un moment donné, tu as une responsabilité. Autant que manager, la responsabilité, Mnikaji, d'où vient cette responsabilité? Il y a le deuxième aspect, parce que d'abord, il faut y avoir un aspect moral pour passer à l'aspect légal. C'est ce qu'on appelle la responsabilité des commettants, donc ça c'est un terme juridique, des commettants envers leurs préposés. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire une personne qui a une certaine autorité à diriger une équipe ou là, à diriger une personne, il est dans l'obligation de le protéger. Parce que tu as de l'autorité, tu as l'obligation de lui dire faire ça, ne pas faire ça. Et c'est de là que vient de la responsabilité. Tu ne peux pas être manager, on te donne l'autorité de diriger des personnes, des subordonnés, et en même temps, tu peux massacrer leur vie. Hein, les faire travailler dans des conditions qui ne sont pas sécuritaires. Donc, maintenant, jette la règle légale, qui nous dit, c'est une autre phrase qui dit la responsabilité d'autrui, ni la responsabilité de l'employeur dans le cas d'accident, même si la faute est de l'employé. C'est moi qui a causé la faute, qui m'a causé l'accident, c'est la responsabilité d'autrui oblige l'employeur à prendre en charge de l'obligation de réparation. Parce qu'il a l'autorité. C'est lui qui me donne la procédure à suivre. Parce que la règle de la responsabilité du commettant, la personne qui donne des ordres envers leur préposé ou la subordonnée, vient pas uniquement parce que vous pouvez faire appel au service d'un électricien. Mais vous n'êtes pas pendant l'exercice du contrat chez vous, sauf que c'est chez vous. Hein, chez vous, vous devez le protéger contre les risques de votre domicile. Par contre, vous n'avez pas avec la responsabilité, ce qu'on appelle du subordination. ما تقولش لي دير هذه ولا ما fais ça, ne pas faire ça, coupe ça, travaille avec les gants. Tu n'as pas cette possibilité, sauf d'une manière volontaire. Ok, parfois, ou vis-à-vis, par exemple, d'un fournisseur. On est tous touchés, par exemple, on sait que
que des objets qu'on achète au quotidien sont fabriqués par des enfants dans des conditions de misère. Donc ça, on le sait, on peut prendre des décisions d'une manière volontaire, mais on n'est pas, c'est pas nous qui donnons l'ordre, par exemple, à une grande entreprise d'aller travailler en Asie, en Inde et faire travailler les gens dans des conditions de misère. C'est pas nous. Mais dans une entreprise, le manager, il a cette responsabilité parce qu'il a de l'autorité envers ses employés et ses subordonnés. La dernière, c'est l'aspect financier. Ok, et c'est dans la légitimité d'engager déjà parce que ça c'est normal, on le comprend. Un accident cause automatiquement des dégâts, des perturbations de ligne, des arrêts de production, des coûts directs et indirects pour réparer et compenser la personne, voire une personne handicapée peut-être par la suite qui normalement il était rentable pour l'entreprise. Aujourd'hui, on doit le payer pour un salaire alors qu'il ne justifie pas le travail d'Yalo parce que il est handicapé, alors qu'on n'a pas de job adapté, mais pourtant la responsabilité sociale nous oblige à le maintenir au travail. Donc ça, c'est du financier, c'est un budget à payer. Donc là, les pertes les responsabilités, c'est les trois grandes, et c'est à vous de les utiliser pour convaincre. On va revenir là avec le stakeholders management et les procédures de communication que vous avez vues dans le framework of competencies. Donc vous, ce que vous êtes maintenant outillé, vous devez chercher. Donc je vais partager avec vous les raisons morales. Donc et vous devez les utiliser. Comme j'ai dit, avec la personne en face de vous, ce n'est pas de l'AI, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Peut-être demain, avec des entreprises qui seront gérées par un conseil d'administration artificiel, on ne sait pas. Mais maintenant, c'est des personnes qui ont des émotions, qui ont des sentiments. Donc, on doit jouer sur ça, sur l'empathie. Donc, ils vont sentir. Le légal, la même chose. Le légal, ça veut dire que on n'est pas autorisé à faire n'importe quoi et n'importe comment. Il y a un ordre, il y a des règles à respecter. Est-ce que vous savez, par exemple, au Maroc, la première loi qui oblige les sociétés à mettre en place un cadre SST, un cadre de santé, sécurité, d'hygiène à leurs salariés avant d'entreprendre un travail? Est-ce que vous savez déjà la date de publication de la loi ou peut-être le nom de la loi? Vous le connaissez, je suis sûr, mais c'est juste la date qui est tellement loin. Je pense, voilà. Est-ce que vous connaissez la loi? C'est la loi, elle est toujours en Ça a vigueur. été énoncé dans le Code du travail de 2013. Oui, le Code du travail, c'est beaucoup plus ancien que 2013. C'est la dernière version, c'est 2004, mais il y a encore une loi plus ancienne que le Code du travail. Il oblige, il y a déjà qui dit que voilà, vous n'êtes pas obligé de travailler comme ça. Tu dois mettre en place ce cadre pour être autorisé à travailler. Et ce cadre va assurer bien sûr la sécurité et la santé des salariés. Donnez-moi des dates que vous avez en tête. Et je vous dis, est-ce que c'est avant ou après? 2015 يمكن. Avant, Avant. bien avant. Déjà 1900. Il est toujours en vigueur, il n'a pas été changé. Donc il a été modifié, retravaillé, mais toujours il garde le même Daher. Au Maroc, ça s'appelle Daher. C'est les lois anciennes, ça s'appelle les Daher. Donnez-moi des dates. Qui est une واحد ديال 55, ça vous le connaissez, les appareils de levage et les contrôles. قبل من 55, avant 55. Je vous donne plus de 100 ans d'existence. 47, je pense. Plus que 100 ans. Il y en a qui 47, je pense, c'est celui des maladies professionnelles. Non, c'est pas plus ancien. C'est de 1914. C'est 1914, la première loi sur les établissements insalubres, incommodes et dangereux, ce qu'on appelle communément les établissements classés. Donc là, l'État s'est avéré à constater que des organismes ou des sociétés, des entreprises qui s'engagent dans des activités qui sont extrêmement dangereuses,
que ce soit pour l'humain, son hygiène et pour l'environnement, dans des conditions non contrôlées. Donc, c'est là où a été décidé de créer une loi des établissements classés, ce qu'on appelait la loi des établissements insalubres, incommodes et dangereux. Donc, on a créé la loi pour mettre en place une catégorisation. Donc, au début, il y a un cadre officiel d'autorisation et de déclaration. Donc, toute entreprise qui entreprend l'activité spécifique ou là, un stockage de matières dangereuses qui dépasse un certain seuil, il est dans l'obligation soit d'obtenir une autorisation, soit d'avoir une déclaration au moins. Donc, la loi en 33 a été modifiée pour intégrer la catégorisation. OK, donc on parle d'établissements classés de catégorie 1, de catégorie 2, de catégorie 3. Donc, il y a une liste des établissements classés. Et c'est de ça dont je vous parle quand je vous dis qu'il faut maîtriser l'aspect légal. Maintenant, vous n'êtes pas obligé peut-être de maîtriser l'ensemble des secteurs qui sont objets à la catégorisation 1, mais au moins avoir la loi chez vous, hein, la catégorisation chez vous. Si votre employeur demain vous dit j'envisage installer par exemple une citerne de gasoil de plus de 5 tonnes où je vais stocker un produit inflammable. Est-ce que c'est quoi mon obligation? Vous devez bien lui clarifier qu'il a besoin d'avoir une déclaration. Et voilà le formulaire. Est-ce que vous êtes objet à une étude d'impact? Et est-ce que vous êtes dans l'obligation de préparer un PIWI ou pas? Donc voilà. Donc, les établissements classés, parce que seuls les établissements classés sont obligés par la loi de préparer un PIWI, un plan d'opération interne pour protéger contre un cas de catastrophique, de déversement, d'explosion. Donc, l'État n'autorise pas n'importe quoi, n'importe comment, mais il y a des lois. Évidemment, le plus important, c'est celui de 2004, le Code du travail, la loi 65-99. Donc, c'est une loi qui existe depuis maintenant plus que 20 ans. Voilà, c'est une loi qui probablement va être revue très prochainement, mais elle contient l'essentiel. Donc, on a des décrets d'application qui touchent plus ou moins aux aspects de la sécurité des machines, la sécurité chimique, l'hygiène au travail, l'exposition au bruit, au rayonnement. Donc, aujourd'hui, ce qui manque pour le Maroc, ce n'est pas uniquement une revue de la loi, mais probablement c'est le moment même de penser à une loi séparée. Ce qu'on appelle, par exemple, aux États-Unis, comme probablement on va voir avec vous, si vous souhaitez s'inscrire dans l'OSHA, il y a des lois propres aux États-Unis, il y a des lois propres en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, au Canada, il y a des lois. Ils ne sont pas principalement intégrés dans d'autres lois. Il y a des lois propres promulguées, qui est la loi, par exemple, OSHA Act, qui est OSHA Act, هو اللي décida, par exemple, la création de l'Occupational OSHA, Occupational Safety and Health Administration. La même chose pour le Royaume-Uni. Donc, il y a un OSHA Act également, Health and Safety at Work Act, donc qui a décidé de créer le Health and Safety Executive. Donc, les deux points essentiels qui nous manquent aujourd'hui, c'est d'avoir une loi propre et d'avoir une organisation propre. Une administration, comme on a vu le jour, par exemple, dans pas mal d'autres secteurs, la sécurité routière. Avant, c'était administré par l'équipement directement, par le ministère d'équipement. Aujourd'hui, on a NARSA, avec toutes les critiques, mais ça veut dire qu'on a une administration unique, qui a un budget à gérer, qui a une indépendance financière et de décision. Donc, c'est la même chose qu'on attend aujourd'hui. La création peut-être demain d'une administration propre à la santé et la sécurité au travail. Le deuxième concept important dans la sécurité, c'est ce qu'on appelle la culture sécurité. Okay, la culture sécurité, pourquoi elle est importante? C'est que les arguments, comment dirais-je, c'est une source c'est un potentiel. Un budget. Tu as des arguments. L'aspect moral, l'aspect financier et l'aspect légal. L'attente, c'est quoi? L'attente, c'est un comportement. On attend de l'entreprise ou là des membres qui forment de l'entreprise des comportements bien spécifiques dans le cadre de la SST. Donc, peu importe, ça m'a les motivations, le budget. Si tu n'as pas les comportements, ça ne sert à rien d'avoir une personne consciente. Il sait très bien que ces gestes peuvent provoquer des accidents, ça on le sait, maintenant la conduite routière.
aucune personne maintenant, aujourd'hui, qui pratique une conduite dangereuse, tu vas lui demander, attention, ce que tu fais là peut provoquer des dégâts. Tu dis, oui, je sais, mais je maîtrise, je sais conduire. Il est conscient qu'il peut provoquer parfois des dégâts. Peut-être il est conscient de l'aspect légal, qu'il peut être pénalisé, et qu'il est même conscient de l'aspect financier, qu'il peut payer des amendes. Et pourtant, c'est ça manque de culture sécurité qui impacte le déploiement de la connaissance ou la prise de conscience. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une culture de sécurité? Alors, selon le HICC, le logo c'est le logo de Health and Safety Executive. مثلا الناس اللي دوزوا البي اس ام نيبوش ولا peut-être un jour ils veulent passer le PSM, هذا اللوغو راه كاين في السيرتيفيكات دو PSM parce que le PSM نيبوش a été préparé en collaboration avec HIC. Alors, qu'est-ce que c'est que la culture sécurité? La culture sécurité dépasse largement les décisions personnelles prises par des individus dans l'entreprise. Il a dans d'autres aspects liés aux crimes de guerre ou les devant des tribunaux internationaux. Généralement, les avocats, ils essayent pour ne pas mettre en péril tout un régime, ils essayent de donner la responsabilité à des gestes personnels. Le crime, oui, dans tel état ou là, dans tel village où là, effectivement, une arme non autorisée à être utilisée ou là, mais ça a été justifié par des actes et des agissements personnels, motivés par la personne elle-même. Donc, c'est ce qu'on trouve dans les entreprises. Parfois, on trouve, oui, ça existe, que des personnes moins motivées que d'autres, ils pratiquent des choses négatives. Okay. Mais Kadjina, la culture sécurité, pour dire attention, ce n'est pas le comportement, ce que vous voyez de ces personnes-là, ce n'est pas un comportement individuel. C'est une culture de toute une entreprise parce que la moyenne, l'approche normale ou l'approche gaussienne nous montre que c'est des gestes, c'est des comportements, c'est des attitudes de toute une organisation, pas uniquement des gestes spécifiques aux personnes. C'est des valeurs d'entreprise qui ont été forgées dans l'entreprise. Par exemple, et ça a été forgé tout au long de l'histoire de l'entreprise. Donc, même en changeant de direction, peut-être le prochain directeur qui a vécu avec son homologue ou son ex, donc a su que peut-être pour faire avec l'ascension atteindre des niveaux de responsabilité, il était obligé de dépasser des règles. Donc, on a forgé en lui des valeurs. Maintenant, l'une des valeurs, le courage, par exemple, la prise du risque SST, on va la mélanger avec le courage, avec l'audace. Quand l'entreprise a de l'audace, il peut prendre des risques. Oui, ça peut paraître une valeur morale positive, mais parfois, s'il n'est pas bien acheminé, ça peut engendrer des risques négatifs, des impacts négatifs. L'audace, parfois, comme j'ai dit, la loyauté pour l'entreprise. La personne, Matalan, peut prendre des risques, pas parce que des motivations personnelles ou il n'est pas conscient, parce que Matalan a dit que la vidéo, la personne, il voulait débloquer la situation. Il voulait faire un plaisir pour l'entreprise par de bonne foi. Donc, pas parce que lui, peut-être, il n'est pas prudent ou là, mais il a fait un geste de bonne foi, il a dépassé une mesure de sécurité parce que il cherche à faire des biens pour son entreprise. Les valeurs, s'ils sont pas bien maîtrisées, donc on peut engendrer le comportement, de l'organisation de l'entreprise. La culture peut être positive comme elle peut être négative. OK? Et il y a des indicateurs. Donc, on mesure les indicateurs, plutôt des accidents, l'absentéisme, les rotations du personnel, le respect des règles et les plaintes et les conditions de travail. Donc, à Doukoulom, c'est des indicateurs de performance qu'on peut changer par de l'engagement. C'est-à-dire les éléments qu'on utilise généralement, ces éléments pour maîtriser, pour contrôler de la culture, déjà pour mesurer, ensuite pour contrôler. Déjà, ce qu'on appelle le leadership et l'implication du management. L'engagement de la direction, il est très important parce que, comment dirais-je, c'est une loi psychique
Ah, c'est une loi qui impose ce qu'on appelle un biais cognitif. Le biais cognitif, c'est ce qu'on appelle le halo effect. Il y a deux biais cognitifs qui influencent sur l'ENA, qui est ce qu'on appelle, qui nous influence dans nos comportements vis-à-vis des autres, qui est ce qu'on appelle le horn effect ou halo effect. Halo, il y a le cercle qui est qu'on في les films ou la sur la tête des anges. Avec le cercle, qui est c'est une personne qui ne fait que du bien. Voilà, donc là, شنو المشكل ديال هذا le halo effect, c'est quoi le mal? C'est un biais cognitif, là c'est une faille dans notre système de pensée normal. C'est parce que quand on admire quelqu'un, quand on est fan, quand on est يعني ملي كنشوف واحد la personne مثلا qui a réussi sa vie pour nous, مثلا il a une vie professionnelle, il a réussi sa vie, il a atteint des grades qu'on cherche nous à avoir. Donc malheureusement, qui le halo effect, qui on pense que tout ce qu'il a fait participe dans cette ascension, dans cette atteinte d'objectif. Donc, et tous ces comportements sont maintenant justifiés pour nous parce qu'on pense que, et même lui, il devient convaincu que peut-être c'est parce qu'il a écrasé ses collègues, parce que il a, je sais pas, dépassé son chef dans une réunion, je sais pas, des comportements qui sont jugés négatifs, mais pour lui, ça reste, euh, c'est un comportement qui lui a permis d'atteindre ses objectifs. Donc là, l'erreur les كنطيحوا c'est que ملي كنشوفوا مثلا un directeur ou un manager qui rentre maintenant dans un atelier sans porter ses EPI, on dit voilà, on veut l'imiter parce que c'est un signe de pouvoir, c'est un signe d'autorité, parce que c'est le proverbe américain fake it until you make it. Yani, on va essayer de l'imiter, mais dans le négatif. Hein, au lieu de l'imiter dans ce qu'il a fait, peut-être des études, peut-être il a fait un travail, on va l'imiter dans des choses peut-être qui n'ont pas vraiment participé dans l'atteinte de ses objectifs, mais on pense que c'est parce qu'il a du courage, c'est parce qu'il se distingue. Voilà, c'est la raison pour laquelle il a pu atteindre. Moi, j'avais vécu une expérience similaire avec des travailleurs qui venaient. J'ai intégré une nouvelle société en tant que chef de division SST. Alors, la société avant, elle distribuait des chaussures yani de taille haute et taille basse. C'était les deux chaussures. Les deux sont S3, certifiées, tout ce que vous voulez, mais ils avaient de la particularité de distribuer les deux tailles. Une qui protège la cheville et l'autre non. Ou justifié par ceux qui portent la taille basse, c'était généralement les managers, les gens qui travaillent dans les bureaux. Donc les gens qui travaillent dans les bureaux, ils n'étaient pas obligés de porter des tailles hautes. Donc voilà, ça a été motivé comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a découvert après? C'est que il y a eu le comportement de plusieurs opérateurs qui travaillent pourtant dans les ateliers, dans des zones exposées au risque d'être touchés au niveau de la cheville et d'avoir des entorses et autres, de faire des faux pas. Et pourtant, ils faisaient tout pour avoir les chaussures à lèche parce que dans un souci de paraître dans une tenue, pour eux, ils pensent que c'est une tenue de responsable. Parce que si c'est leurs collègues qui vont les voir porter des chaussures taille basse, ils vont penser, même s'ils savent qu'il n'a pas le grade, ils vont dire peut-être il va être promu très prochainement, donc l'organisation lui a autorisé de porter ses chaussures. Donc voilà, donc là, le halo effect, il commence à se construire et c'est là l'engagement. Donc, tout ce que fait un directeur ou un responsable, un manager vis-à-vis de ses subordonnés a un impact majeur. C'est la même chose des parents vis-à-vis de leurs enfants. Tout ce qu'il peut étudier ailleurs, peut-être il va influencer sa carrière 10 à 5%, mais ce qu'il va voir ses parents faire, il va influencer la majorité. C'est ça le leadership, c'est ça l'engagement. Bien sûr, la compétence, donc la montée en compétence des salariés est primordiale. On ne peut pas faire confiance à une personne qui respecte les règles, qui ne sait pas comment conduire.
Donc, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, vous connaissez ça, la formation CACES vient après avoir obtenu la qualification de conduite. Si vous ne le connaissez pas, c'est ça la réalité. Donc, il n'y a pas de, la formation CACES n'est pas une formation de qualification à la conduite. Si le formateur ne vous dit pas, il vous mente. C'est la formation CACES vient toujours après une formation de qualification. On ne peut pas conduire en sécurité si on n'a pas acquis les compétences nécessaires pour conduire. Et si, par exemple, je vous fais une sensibilisation sur la conduite, et vous ne savez pas comment conduire, vous allez avoir des accidents. Donc, la compétence technique, managériale, tout ce que vous voulez, donc ça, c'est très important. La communication efficace dans les deux sens. Donc, savoir écouter et savoir dire. On peut constater une anomalie, mais la manière par laquelle on va présenter l'anomalie à l'individu peut influencer sa manière soit de l'adopter, d'adopter le comportement sûr, ou là d'ignorer et de justifier encore davantage son comportement anormal. Donc, c'est la manière de dire. Et la manière d'écouter. Donc, le développement du sens de l'écoute, le sens d'écoute, écouter les soucis des travailleurs. Donc, ça, c'est très important. Les faire participer, les consulter. Vous allez voir que ça fait partie de l'ensemble des normes aujourd'hui, de certification ou autres. Il exige de consulter, de faire participer les travailleurs. Donc, à travers cette culture de sécurité, on a pu distinguer que les comportements des individus. Donc, la culture, ça conditionne d'une manière générale le comportement de l'entreprise, qui m'indique comme d'une manière gaussienne avec une moyenne, mais pour chaque individu, un de ses propres motivations pour faire un comportement spécifique. Et là, des motivations individuelles. Donc, ses compétences, ses connaissances, comment il a grandi. Donc, les connaissances, les compétences, les aspects, les facteurs individuels, ils vont influencer son comportement, peu importe plus ou moins la culture dans laquelle il se retrouve. Quand une personne qui est bien éduquée côté SST, même dans une entreprise où la culture sécurité n'est pas bonne, il va être influencé par ses aspects individuels. Il va être influencé par la culture, ça c'est sûr, mais il a des compétences, il a une influence. La deuxième, c'est normal, c'est l'organisation. Donc, c'est la culture de l'organisation. Il va être influencé. Et la troisième, c'est le job, c'est le travail exécuté. Donc, la qualité du travail, les outils à disposition, la compétence vis-à-vis des tâches qu'on lui demande. Donc, ils vont conditionner la manière de se comporter dans le travail. Donc, les trois aspects, c'est ce qu'on appelle les human factors. Il faut les intégrer, les trois, pour bien comprendre un comportement. Donc, pour comprendre un comportement, on intègre toujours les trois aspects. Un accident de travail qui a été dans laquelle la cause principale était un comportement actif d'un employé qui n'a pas respecté une règle, vous allez trouver qu'il y a des justifications individuelles. Par exemple, la personne ne sait même pas que, par exemple, la machine doit fonctionner de la manière maintenant. Là, il n'a pas su, ne sait même pas qu'un permis de feu doit être élaboré avant d'entamer un oxycopage. Il va être influencé avec le comportement par l'organisation parce qu'il n'a pas eu de formation initiale, n'a jamais subi d'induction sécurité. Et par le job, personne ne lui a donné les tasks, les tâches à faire. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie des facteurs humains. Je vais partager également avec vous un document très important de HEC UK, donc Health and Safety Executive, qui s'appelle Reducing Errors and Influencing Behavior. Ou la influencing behavior and reducing errors. Donc, on va la culture sécurité, on explique les facteurs humains avec l'ensemble du taille nécessaire. Comme toujours, ce n'est pas obligatoire pour le managing safely, mais c'est très important pour vous. La culture sécurité, donc il y a plusieurs modèles. Je pense que celui que vous avez probablement pratiqué ou vu dans vos entreprises, c'est celui qui a été développé par le cabinet DuPont ou DSS particulièrement, DuPont Sustainable Solutions, qui est un cabinet américain qui fait partie du DuPont de Nemours, qui est une société de fabrication des produits chimiques, connue pour avoir fabriqué le Kevlar, le nylon, le TNT. Donc, il a beaucoup d'expérience dans l'industrie de hazardous industries, dans l'industrie dangereuse. Donc, il a su, donc il a un savoir qui
qui ont développé en pratique et ont créé le DSS pour partager avec le savoir et pour faire profiter d'autres organisations. Donc, à DuPont, ils ont la théorie, ce qu'on appelle la courbe de Bradley. C'est une théorie d'évolution de la culture sécurité des entreprises. Donc, dans cette théorie, la culture commence par une approche ou par une culture réactive, donc dans laquelle l'entreprise ne se soucie que des vécus. Hein. Donc, un accident vécu, peut-être, il va influencer le comportement de l'entreprise. On attend à des actions à mettre en place. Mais sinon, donc, si une règle nouvelle ou un benchmarking, où on entend par exemple un accident s'est produit ailleurs, donc ça n'influence pas notre comportement. Donc là, on est beaucoup plus influencé par l'histoire interne de l'entreprise, soumise malheureusement à ce qu'on appelle de corporate amnesia. Corporate amnesia, ou l'oubli de l'entreprise, ça veut dire que on peut constater facilement que le même accident s'est reproduit 2 fois avec dans les mêmes conditions parce que il a fallu juste du temps, hein, 1 année, 2 ans, que l'entreprise recrute d'autres personnes, ou là, il oublie carrément que donc les conditions, malheureusement, par exemple, je sais pas, l'absence des évents dans une des citernes soumises à pression, qui ont conditionné une explosion. Donc après l'accident, peut-être l'entreprise va décider de mettre en place ces évents, mais après 2 ans, 3 ans, on va revenir à notre histoire et on oublie. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'histoire du dépendant, la culture dépendante, donc dans laquelle on est dépendant aux règles. Donc, mais c'est un passage obligatoire. Donc, avec la partie réactive, on développe des règles. Ok, on commence à développer des règles parce qu'on a une histoire. Donc, si on a beaucoup d'accidents, on commence à développer des règles. Donc, on va passer, si on veut, si on a la motivation et la volonté de le faire, on va passer à la phase dépendante, où on est dépendant aux règles. La phase dépendante, il dépend de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de motivation interne des employés. Donc, c'est à l'entreprise de faire un focus à les règles à travers la formation et en passant par les actions disciplinaires. Donc, parce qu'il y a l'aspect de peur et de discipline. Les gens ne sont pas motivés pour respecter pour des motivations internes. Donc, s'il y a l'occasion de dépasser une règle et créer ce qu'on appelle les shortcuts pour faire rapidement le travail, les gens vont faire ça. Donc, c'est uniquement par la mise en place d'une surveillance, d'un contrôle que les gens vont respecter. Donc, c'est une phase de dépendance. La troisième, c'est la plus critique, c'est la plus difficile. C'est de passer vers une phase d'indépendance, où les gens ne sont pas dépendants des règles, ne sont pas dépendants d'une influence de l'organisation. Donc, on attend à ce que chaque employé respecte les règles parce qu'il croit. Il pense que cette règle-là, il est là pour le protéger. Maintenant, une consignation d'une énergie, il n'est pas là uniquement parce que c'est une règle obligatoire. C'est important que la personne pense que c'est important pour l'entreprise de mettre la consignation avant. Mais avec le temps, il va développer la conviction interne que la règle, il est là pour le protéger. Et non pas parce que c'est une règle de l'entreprise. Et si on lui donne l'autorité de la dépasser ou l'autorisation de dépasser la règle, il va la faire. Flavaz indépendant, pour Dupont, il s'appelle là le bridge, le pont. C'est la phase la plus critique. Il prend généralement 5 ans, 10 ans pour qu'une entreprise passe de dépendant vers l'indépendant. C'est pas facile parce que ça implique que tous les salariés soient convaincus, ça implique beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement. Et la dernière phase, c'est la phase d'interdépendance où chacun se soucie de la sécurité de l'autre. C'est ce qu'on appelle le Big Brother Keeper ou le Brother's Keeper. Ça veut dire que tu me protèges et je te protège. Si tu as commis une erreur, moi je te le dis, tu acceptes. C'est là, comment on mesure ça? C'est l'acceptation des gens. Par exemple, c'est quoi l'acceptation? C'est le moment, par exemple, tu as un salarié normal, un ouvrier par exemple, qui monte les escaliers et devant lui se trouve son directeur ou le patron de la boîte qui n'attrape pas la rampe et le salarié a le courage de lui dire Monsieur, s'il vous plaît, attention, tu as oublié d'attraper la rampe, tu risques d'avoir un accident.
et que le directeur accepte cette remarque avec de bonne foi que voilà, donc ça montre une phase d'interdépendance. On y croit à la sécurité beaucoup plus qu'une influence d'autorité. Il y a d'autres modèles. Donc, Yosh a développé leur propre modèle de culture sécurité, dans laquelle, matalan, la nomination a changé. On parle de réactif, calculatif au lieu de dire dépendant. Ça veut dire on doit calculer, on doit faire le proactif au lieu de dire indépendant. Ça veut dire il y a une approche proactive et le high reliability au lieu d'interdépendant. Par contre, l'étape qui a été ajoutée, c'est l'étape de pathologique, l'étape de maladie. Hein. L'entreprise, il est malade, ça veut dire que même après avoir enregistré un accident grave, l'entreprise continue à faire la même chose, comme si rien n'y était. On est autorisé, c'est du destin, c'est de la fatalité. Donc, on continue à faire la même chose. Ça s'appelle la phase pathologique. Et il y a plusieurs. Pas tout le monde sont dans la phase réactive. On continue à faire les mêmes erreurs, même si on a eu connaissance que ces erreurs ont causé des dégâts et des accidents graves. Je ne vais pas passer à la théorie des comportements humains selon le Behavioral Based Safety, parce que c'est une théorie qui est un peu compliquée, donc qui implique beaucoup de comportements, d'erreurs, de violations et autres. Je vais partager avec vous le document qui en parle, qui est le Behavioral Change Behavior, Reducing Errors and Influencing Behavior. Je vous demande juste de le voir rapidement. Et la séance prochaine, Inch'Allah, on va rentrer dans le détail du comportement humain, de ce qu'on appelle la théorie des échecs humains, Human Theory Failure. Je pense Ali a eu l'occasion de voir cette théorie, Human Behavior, donc où on a plusieurs biais. Donc c'est une théorie importante. Donc on aura l'occasion de la voir en détail la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout ce que j'avais plus ou moins à vous présenter pour cette première introduction. Donc, je vous laisse le temps de digérer, de comprendre encore davantage. D'habitude, la formation IOSH se fait généralement dans 3 jours, continue. Mais nous, pour laisser le temps, parce qu'on sait que beaucoup de notions sont nouvelles, on a décidé de la faire sur 1 mois, bien sûr répartie sur 4 dimanches. On peut ajouter d'autres dimanches sous votre autorisation si on constate que il y a besoin encore davantage d'une séance. Sinon, donc, ça vous laisse le temps de comprendre et de revenir et poser vos questions parce que l'interactivité est très importante. Donc, aujourd'hui, peut-être, c'est bien, si je peux noter, c'est 6 sur 10. Il y a eu beaucoup d'interventions, c'est bien quand même. Parfois, j'ai pas eu beaucoup d'interventions. Donc, à l'intérieur de cette culture, on a dit qu'il influence. Il influence quoi? Il influence ce qu'on appelle le comportement humain. Parce que ce qu'on attend, ou l'origine des accidents, comme vous l'avez certainement entendu, on dit que 95% des accidents sont issus d'un comportement humain. Juste, je veux distinguer, c'est qu'il y a 2 types de grandes phases ou de grandes catégories de comportement humain. Il y a ce qu'on qualifie d'active, un comportement actif et un comportement latent. Donc ça, c'est la plus grande définition qui va, parce que quand on parle d'un comportement actif, ça veut dire c'est un comportement généralement opérationnel. C'est un non-respect d'une règle qui va provoquer l'accident immédiatement. Ça veut dire que tu es dans la voie routière et voilà, tu es devant un feu rouge, tu décides de le brûler ou tu n'as pas fait attention et voilà, c'est un comportement qui ne respecte pas la règle, mais qui va automatiquement provoquer la collision avec d'autres utilisateurs de la voie qui ont peut-être ils ont respecté, peut-être eux-mêmes ils font pas attention, peut-être s'ils faisaient attention, ils savaient que c'est une zone d'intersection qui est dangereuse où il fallait vraiment réduire la vitesse, mais eux ils respectaient pas également cette consigne-là, ils ont accéléré parce que vous voyez les gens quand ils voient que le feu rouge qui
ou le feu, l'orange qui commence à clignoter, normalement, c'est un indice qu'il faut accélérer, qu'il faut réduire sa vitesse. Mais ce n'est pas le comportement attendu. On remarque que, contrairement à ce qui est attendu, donc cet orange-là qui dit aux gens, attention, il faut maintenant ralentir, on voit le contraire. On voit les gens qui accélèrent parce qu'ils pensent qu'il faut passer dans l'orange ou dans le vert clignotant, parce que le rouge, on va être stoppé. Donc voilà, donc ça c'est un comportement dangereux, c'est un failure, c'est un échec. Donc ces deux échecs, voilà, qui se coïncident et qui ont provoqué l'accident, on qualifie ça de comportement actif. Ok, le comportement latent revient généralement, c'est un comportement qui a été fait dans le passé, hein, mais qui a eu ses conséquences dans le futur ou dans le présent. Donc, par exemple, un arbre ou une plaque signalétique qui va réduire la visibilité du feu rouge. On le constate souvent, hein, au Maroc, par exemple, dans les voies, on constate que la commune, parfois, c'est elle qui intervient pour cacher les plaques signalétiques avec des arbres montés pour donner plus de... c'est agréable à voir, ça c'est clair, mais parfois, quand ça cache ou ça perturbe la visibilité d'une plaque de signalisation critique et importante, donc ça, c'est ce qu'on qualifie de comportement. C'est un failure, c'est un échec humain lié à un comportement d'une administration qui est censée protéger, mais parfois ça arrive, hein, c'est pas voulu, parfois c'est par méconnaissance, mais c'est latent. Ça veut dire que ce comportement qui s'est provoqué, il a créé ce qu'on qualifie généralement des situations dangereuses, et cette situation dangereuse, avec le comportement dangereux actif d'un autre opérateur, d'un autre conducteur, ils vont les deux nous donner l'accident. Donc voilà, c'est les deux grandes distinctions, hein. Quand on dit comportement humain, on parle de l'actif dans le présent qui va provoquer l'accident, mais également le comportement latent qui est généralement un comportement managérial des décideurs, de ceux qui préparent les règles, qui font la planification. Donc, c'est latent et qui a conditionné également. Donc, il y a ce comportement dangereux actif et la situation dangereuse qui vont provoquer l'accident. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vraiment venir dans la théorie des échecs humains qui a été largement expliquée dans le document que je vous ai communiqué aujourd'hui, qui est le Reducing Errors and Influencing Behaviors, qui est un guide important. C'est le guide 48 de HSE, de Health and Safety Executive, qui va expliquer tout ça, hein. Il va expliquer la culture sécurité, ensuite les facteurs humains et ensuite la théorie du comportement et des échecs humains, ce qu'ils appellent en anglais de Human Failures Theory. Donc, là, qu'est-ce qu'on veut dire par le Human Failure? Tout simplement, c'est une règle qui n'a pas été respectée, hein, une règle de bon sens, parce que généralement, voilà, donc le législateur dans les nations, dans les pays, il est là, il utilise le bon sens. Il y a une voie, hein, une voie législative de création des règles basée sur le bon sens. Donc, il y a les règles généralement sont là pour protéger la société, hein, contre des tentations je sais pas, des tentatives de fraude, je sais pas. Mais l'idée, c'est que le législateur de chaque pays, soit le Parlement, bien sûr, avec ses deux chambres ou je sais pas combien de chambres là-dedans. Donc, généralement, ils vont se regrouper, ils vont se rassembler, se réunir, ils vont faire leurs travaux pour nous donner une règle qui doit protéger l'individu, que ce soit au travail, que ce soit dans la société. Mais ce qu'on va remarquer par la suite, que cette règle qui a été décidée, qui a été travaillée pendant des années, hein, on sait très bien que parfois les projets de loi prennent des années, hein, parfois 10 ans, hein, 5 ans, donc d'études d'impact sur le projet, son influence, et finalement, quand il est publié, quand il est officiellement promulgué dans la nation, il n'est pas respecté pendant des années encore. Donc, normalement, une loi, généralement, il donne la possibilité d'une année, hein, pour qu'il soit complètement respecté, mais parfois, même après cette année, on voit qu'il n'est pas toujours respecté.
Donc, la théorie humaine ou la théorie des échecs humains, elle va essayer de comprendre pourquoi il faut trouver des explications pour pouvoir les corriger. Donc, la théorie va principalement distinguer trois grandes causes de ce non-respect, de cet échec humain. D'abord, et la plus simple, est celle que vous allez recevoir une amende par le policier, par le gendarme si vous ne la respectez pas, c'est la violation, parce que on dit que la règle principale des lois, c'est personne n'est censé ignorer la loi, personne n'est censé ne pas les respecter. Donc, un gendarme ou un policier ne va pas trop se soucier pourquoi vous n'avez pas respecté la règle. Donc, on pense naturellement à une violation. Donc, vous avez décidé de ne pas respecter. Donc, une violation, à quel moment on peut qualifier ça de violation? C'est lorsque c'est une violation intentionnelle, c'est un non-respect intentionnel. Ça veut dire que vous connaissez la règle, vous savez que vous devez adopter un certain comportement qui respecte la règle, mais que vous avez décidé d'une manière délibérée de ne pas de ne pas respecter la règle. Ça, c'est une violation. Et ça arrive souvent. Il y a des gens qui trouvent des explications, peu importe. L'idée, c'est que ils n'ont pas respecté. Okay. Il y a des sous-explications, il y a des sous-causes, il y a de l'urgence, par exemple, des situations extraordinaires. Une personne en urgence, je sais pas, pour une urgence personnelle au travail, donc qui ne maîtrise pas complètement ses comportements, il va décider de violer la règle. Ce qu'on qualifie également d'une violation ordinaire, ça veut dire le moment où on constate que toute la société ne respecte pas cette règle. Ça veut dire on pense que ce n'est pas une règle importante, donc on peut décider de ne pas la respecter. Donc voilà, il y a des explications, mais l'idée derrière, c'est que c'est une décision délibérée, c'est une décision intentionnelle, ça veut dire en connaissance de cause, la personne décide de ne pas respecter. La deuxième, c'est ce qu'on qualifie de mistake en anglais. C'est ce qu'on appelle également de knowledge-based error. Knowledge, le knowledge, c'est la connaissance. Donc, c'est une erreur liée à la connaissance. C'est une erreur. Donc, la personne n'a pas voulu ne pas la respecter, mais par manque de savoir. Donc, knowledge-based, par manque de savoir, il a raté la règle. OK? On voit souvent ça dans les ronds-points. Les ronds-points, parfois, les gens, par confusion, ils ne savent pas est-ce qu'ils ont la priorité, est-ce qu'ils n'ont pas la priorité, parce ils n'ont pas la connaissance. Et parfois, des règles qui ne sont pas connues par tout le monde, on peut ne pas les respecter parce qu'on ne sait pas. Donc là, il y a cette question de connaissance. OK? Si il y a la connaissance et la personne vraiment n'a pas décidé de violer la règle d'une manière délibérée, mais parfois, il y a du manque de concentration. C'est une erreur, donc la personne n'a pas voulu ne pas la respecter, il connaît déjà la règle, mais par manque de concentration, il n'a pas respecté la règle. Par exemple, chez vous, généralement, je pense pour ceux qui conduisent des voitures manuelles, et la solution, c'est d'adopter des voitures automatiques. Mais ceux qui conduisent des voitures manuelles, parfois, on sait très bien qu'ils peuvent oublier de ne pas, par exemple, passer au premier avant de conduire, ou parce que parfois, à force d'utiliser ou le fait, par exemple, si on part sur un autre exemple, d'oublier le frein à main. Dans les voitures manuelles, par exemple, on constate que les nouveaux, généralement, et surtout lorsqu'il y a une situation qui a provoqué la déconcentration, donc soit sortir rapidement pour faire une affaire rapide ou peu importe, l'idée qu'il y a un événement extraordinaire, surtout les débutants, donc ils vont oublier de mettre le frein à main. Et la voiture, bien évidemment, s'ils constatent ça rapidement, peut-être qu'ils vont pouvoir corriger. Sinon, ce comportement peut provoquer des accidents. Mais l'idée derrière, c'est que la personne a son permis, ça veut dire il a les connaissances, il sait très bien. Donc, ce n'est pas par manque de connaissances. Peut-être une personne qui conduit généralement du voiture automatique, on lui demande d'aller conduire une voiture manuelle ou le vice-versa. Donc, il se peut y avoir des erreurs de connaissance
parce qu'il y a une certaine incompatibilité du comportement entre les deux. Par contre, une personne qui s'est habituée, c'est ce qu'on appelle, il a développé un skill, une compétence, c'est skill-based, et c'est ça le terme qu'on qualifie également. On dit que c'est skill-based error. Ça veut dire que c'est une erreur de compétence acquise. La compétence, elle est déjà là. Donc, il n'y a pas un souci en relation avec la connaissance. C'est un souci principalement lié à la concentration. Donc, l'idée derrière, c'est qu'on doit jouer sur les facteurs de déconcentration. Et c'est ça le but. Pourquoi on va faire cette analyse? Et cette analyse qui représente la base des investigations d'accidents, parce que quand on parle d'aller chercher les causes racines, on va aller chercher et comprendre ces facteurs et comprendre ces human failures. Ça veut dire on va comprendre les facteurs humains qui vont influencer le comportement. Et dans les facteurs humains, on va trouver des facteurs individuels, on va trouver des facteurs organisationnels et on va trouver des facteurs liés au travail. Tous ces facteurs-là vont influencer soit par des concentrations. Est-ce que quelqu'un peut me dire, par exemple, un facteur organisationnel qui va influencer la concentration et nous donner un skill-based error? Est-ce que quelqu'un a un exemple? Rapidement, hein? C'est pas une question. Oui, Camara. J'ai un exemple là, par exemple, les sociétés les opérateurs de mobile. Oui. Par exemple, un Oui. opérateur, il doit travailler de 7 heures à 15 heures. Il fait son boulot de 7 heures à 15 heures. Celui qui doit le remplacer n'est pas venu. On lui dit de continuer jusqu'à 18 heures. Donc, ça, c'est le Effectivement. facteur organisationnel. Oui, oui, c'est un facteur organisationnel en cause racine, effectivement. Oui, Par contre, c'est vraiment un facteur lié au travail. C'est ce qu'on lié appelle au le job travail. factor. Tu vois, Yeah, oui. tu as cité vraiment le terme, c'est le workload. Le Workload, workload, c'est yeah. la charge du travail. La Donc, charge si du la travail. charge du travail dépasse, la charge du travail, quand on dit la charge du travail, on parle du mental et du Oui, physique, de du physique. l'intellectuel et du physique. Oui, Parfois, il y a des opérateurs qui ne supportent pas une charge intellectuelle qui dépasse leur capacité intellectuelle. Hein. Un tableau de bord rempli je sais pas, d'indicateurs qui clignotent, qui vont signaler des erreurs partout, alors que lui n'a pas ces connaissances-là pour bien comprendre, interpréter rapidement. Donc, alors qu'on lui demande d'agir rapidement, d'arrêter, de signaler et tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un workload intellectuel. Donc, le display, parce que ça fait partie du job, display factors, ça veut dire les écrans qui vont nous donner des interactions. Dans une autre formation, on parlait par exemple de ces unités centralisateurs de sécurité incendie. On a besoin de la formation pour pouvoir les gérer. Et l'une des règles majeures, la première règle qu'on demande à un agent SIAP, à un agent de sécurité incendie, vous savez laquelle? Quand le centralisateur commence à clignoter, à donner un signal sonore, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande d'abord d'arrêter le signal sonore. C'est une règle basique. S'il n'arrête pas dans le job exercise, s'il n'arrête pas le signal sonore, il commence à introduire son mot de passe pour passer au niveau 2. Il fait des trucs là. Avant d'arrêter le signal sonore qui clignote, qui perturbe la concentration, il a raté un point majeur. Il doit d'abord arrêter le signal sonore avant de commencer l'intervention. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le signal sonore va perturber sa concentration, il va probablement faire des erreurs. Donc c'est ça, Camara. Donc le workload, là, c'est l'un des facteurs qui vont influencer la concentration. Donc le bruit au travail, que ce soit issu de cette signalisation. Est-ce que vous avez déjà constaté là, dans l'un des établissements dans lesquels vous travaillez, il y a le signal sonore émis. C'est pas l'alarme, c'est pas l'alarme générale c'est juste un signal sonore émis par le centralisateur. Est-ce que vous avez déjà assisté à ce signal? Quand il y a même une fausse alerte, donc une erreur dans un détecteur d'incendie, le centralisateur
avant de donner l'ordre qui prend généralement une phase de temporisation de 5 minutes, avant de donner cet ordre, il va commencer à produire un bruit, donc un signal sonore. Donc, ce signal doit être d'abord éliminé avant de commencer à comprendre d'où vient cette erreur ou c'est quel déclencheur manuel qui a été déclenché. Donc, avant de commencer vraiment l'interprétation, on demande à l'agent sécurité incendie vraiment d'interrompre le signal sonore avant de commencer tout ça pour ne pas, ne pas provoquer la perturbation. Le deuxième, c'est tout ce qui est lié à l'individu lui-même. On a parlé le workload qui est généralement en étroite relation avec la compétence et les skills, les compétences intellectuelles, physiques. On ne peut pas demander à une personne de soulever des charges alors que d'un point de vue compétences physiques, il n'a pas les compétences. Moi, j'ai ma première expérience, c'était dans la mine. J'ai passé 9 ans dans une société minière et dans mes premiers jours, donc sorti fraîchement d'école, je travaillais sur ce qu'on appelait les procédures d'induction sécurité pour le nouveau, pour la période d'intégration. Et voilà, l'un des anciens de la mine me disait, est-ce que mon ami, tu sais ce qu'était pour nous l'évaluation des compétences? Donc, on demandait aux mineurs, le mineur c'est l'agent c'est l'employé, c'est l'opérateur qui travaille dans la mine, qui fait le travail manuel. On lui demande de soulever une roche de presque 60 kilos. Et s'il arrive à la faire d'une manière simple, ça suffit. Hein. Il n'y a ni niveau intellectuel, ni rien. Donc, il n'y a que cet exercice, qu'un simple test. Et s'il le fait, il a réussi, donc il va avoir son job. Sinon, il ne va pas réussir. Donc, pour moi, c'était un peu affreux, mais l'idée derrière, c'est qu'il y avait quand même, c'était pas structuré, mais il y avait une évaluation des compétences parce que c'est ce qu'on cherchait de plus. On cherchait la compétence physique. Oui, il y a également de l'intellectuel, mais ce qui comptait au début, c'est vraiment le physique, hein, parce que et parfois, voilà, c'était ça. Donc, avant d'introduire tous les engins de manutention, donc ce qu'on sait maintenant dans la mine, se faisait d'une manière manuelle. Maintenant, tout est automatisé, donc on n'a pas vraiment. Donc, on cherche dans le mineur. Hein, je pense parmi vous qui travaillent dans la mine, un mineur, c'est généralement un conducteur d'engin. Donc, il a beaucoup plus besoin de connaissances aujourd'hui intellectuelles pour pouvoir conduire d'une manière conforme que de compétences physiques parce qu'il n'a plus besoin de soulever. Donc, lorsqu'on parle de compétences, vraiment, on fait référence aux deux, hein, des compétences intellectuelles et les compétences physiques. Et les facteurs organisationnels dont on a vu la plus importante, qui est la culturelle. On a dit qu'il y a une influence de la culture de l'entreprise. Si on constate dès le début que la sécurité n'a pas d'importance, que les managers ne se soucient pas de la sécurité, ni même de leur sécurité, qu'ils viennent s'emporter leurs EPI, malgré qu'on a des valeurs, malgré qu'on a des compétences, malgré que peut-être le travail n'a pas une charge qui dépasse ou que il est relativement facile, peut-être on va adopter des facteurs de comportement, on va avoir un comportement qui ne respecte pas les règles parce que la société dans laquelle on travaille n'a pas une culture assez mature. Donc voilà, il y a ces trois intersections, l'une, parfois les trois, hein, et parfois une seule peut influencer le comportement et nous donner un comportement qui ne respecte pas les règles. Donc, le troisième principe que je veux partager avec vous, c'est ce qu'on appelle le principe des coûts ou l'iceberg des dommages. Parfois, lors d'un accident, ce que les sociétés constatent comme dommage, c'est uniquement la partie visible de l'iceberg. Mais sinon, toute la partie immergée, toute la partie non visible, et c'est elle qui consomme généralement le plus des coûts. Hein, c'est parfois 10 fois plus supérieur que ce qu'il y a
en termes de coûts supportés par les dommages. Donc voilà, donc l'idée pour vous, c'est vraiment d'essayer d'aller creuser et donner cette visibilité à l'entreprise qu'il doit se focaliser sur tout ce qui est comportement latent, tout ce qui est incident non déclaré, parce que c'est eux qui conditionnent parfois les accidents et les incidents qui sont significatifs qu'on va perdre d'argent visible. Le quatrième principe avant de passer, donc c'est la roue de Deming ou de l'amélioration continue. Aujourd'hui, comme je vous ai parlé, le passage du réactif vers le dépendant ou le calculatif dans l'autre théorie, on a parlé que la société doit mettre en place des règles. Donc, et l'une des standards majeurs aujourd'hui des règles, c'est la ISO 45001. C'est la norme internationale, donc il ne faut pas trop chercher. Donc, parfois, il vaut mieux commencer en se basant sur ce principe d'amélioration continue, c'est d'aller être accompagné dans un premier temps, mettre en place un système de management, parce que ISO 45001 aujourd'hui, il ne représente pas vraiment c'est pas un rating, c'est pas une société qui est certifiée, ne va absolument pas dire qu'il n'enregistre pas d'accident, c'est pas un label de performance. Hein. Il y a des labels de performance, il y a des sociétés, il y a des références d'évaluation de la performance. Par exemple, l'évaluation CEDEX, l'évaluation EcoVadis, ce sont des évaluations de votre système. Ils vont évaluer les systèmes mis en place, mais également ses performances. Ce n'est pas le cas pour l'ISO 45001, qui est une référence pour la mise en place d'un système conforme qui respecte des règles internationalement connues ou respectées ou acceptées. Donc, basé sur ce principe de l'amélioration continue, ça veut dire que vous allez commencer, vous allez être conforme relativement aux règles nationales et aux autres règles auxquelles les sociétés s'engagent, et par la suite, vous allez commencer à construire via la planification, la réalisation, l'évaluation et l'amélioration votre système de management. Alors, autant on a dit la culture sécurité, il est largement influencé par qui? Qui peut me dire qui influence aujourd'hui la culture de l'entreprise? Qui est c'est qui la catégorie du management qui influence? C'est les leaders, c'est le top management, c'est les managers, c'est eux qui influencent largement la culture sécurité de leur entreprise. Ce n'est pas vraiment les travailleurs. Les travailleurs vont principalement subir. Ils vont peut-être également influencer la culture, hein, mais sinon, eux, ils vont généralement subir la culture de l'entreprise qui est généralement conditionnée à haut niveau dans les conseils d'administration, dans les conseils exécutifs, dans les top managers, dans les directions. C'est eux qui vraiment conditionnent en allouant plus de ressources, en donnant l'exemple, en structurant la politique de l'entreprise, en mettant en place les éléments structurels, et, les comités, tout ce qui est nécessaire pour mettre en place un système de management. C'est eux qui ont de l'influence. Et parmi eux, bien sûr, il y a les managers. Les managers, c'est toute personne qui manage des subordonnés. C'est toute personne qui a la force de conditionner la manière de travail des opérateurs. Ça veut dire, il donne l'ordre, mais pas uniquement du but, de ce qu'il veut, de ce qu'il veut voir, mais également, il a la responsabilité de donner la manière de travailler. Donc, un manager, il n'est pas là uniquement pour, peut-être un conseil d'administration ne pourra pas, il n'a pas les compétences techniques pour dire comment le travail va être réalisé. Il donne un budget, peut-être une stratégie, des nouveaux produits qu'il veut voir, mais il va jamais dire, voilà, vous, le directeur général, vous allez faire un produit similaire à tel, avec telle manière. Donc, c'est généralement donné au manager de trouver les solutions, la manière. C'est la même chose pour un manager. C'est lui qui va conditionner le travail de ses opérateurs. Il ne va pas uniquement leur demander de réaliser la tâche, mais la tâche et la manière, c'est ce qu'on appelle de safety operating procedure, donc une manière
de réaliser le travail en sécurité. OK? Et beaucoup de managers ne comprennent pas ça. Ils pensent que leur job consiste à s'assurer que le travail a été exécuté ou s'assurer que le résultat a été fait, mais non, que le travail a été fait dans une manière donnée. Donc, il y a une manière propre à l'entreprise qui doit être documentée, qui doit être écrite, hein, de réaliser le travail. Sinon, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une structure. Donc, il suffit d'externaliser, de donner de la sous-traitance. Non, l'entreprise, il fait un travail, un service ou un produit dans une manière donnée qui doit être sécurisée et doit être portée par les managers. Pourquoi? Parce que les managers, ils ont ce qu'on appelle l'ultime responsabilité de la réalisation de travail en sécurité de leurs employés. Et ça, c'est une règle légale, juridique. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. J'ai peut-être cité ça dans la première séance, la responsabilité des commettants. Ça, c'est un peu un terme juridique, des commettants par rapport à leurs préposés. Les commettants, c'est les types de personnes qui ont une autorité de conditionner le travail dans le cadre d'un contrat, mais l'idée, c'est qu'ils ont une certaine autorité, donc contractuelle ou autre. Parfois, il y a des gens qui travaillent sans nécessairement avoir un contrat, mais leur employeur, il conditionne, ça veut dire il a la possibilité de conditionner le travail, donc l'activité. Et le préposé, c'est généralement quelqu'un dans la société qui subit. Hmm. Donc, généralement, c'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement les moyens pour conditionner la manière de faire. Il a besoin qu'on lui dit comment. Il n'a pas l'autorité de faire le travail comme il souhaite. Hein. L'opérateur n'a pas l'autorité de faire comme il veut. Et ça, c'est même malheureusement, même s'il est compétent, peut-être il sait mieux que son manager. Là, c'est la société qui prenne la responsabilité d'édicter comment le travail doit être exécuté. Et parfois, dans les nouveaux managers, les nouveaux ingénieurs, c'est ça l'erreur qu'ils commisent parfois, c'est que ils pensent que parce que un opérationnel il a plus d'expérience, eux ils n'ont pas d'autorité ou n'ont pas éligible à donner de l'ordre ou à conditionner la manière de faire. Et ça c'est une erreur, hein, c'est une erreur humaine liée, comme on a vu, liée à un certain nombre de conditions, par manque de connaissances, peut-être parfois côté individuel qui n'ont pas confiance en soi. Mais l'idée, c'est que l'ultime responsabilité remonte à l'employeur. Et parfois, via un recours, il peut s'adresser à l'un des managers. Mais on dit c'est la responsabilité d'autrui. Hein, la responsabilité d'autrui, ou ce qu'on appelle en anglais de vicarious liability. Le vicarious liability, ça veut dire que même si l'accident a été provoqué par l'un des employés lors de l'exercice d'un travail opérationnellement conditionné par l'entreprise, la responsabilité pénale et la responsabilité civile remontent à l'employeur. Sinon, si cette règle n'était pas là, lors d'un accident, par exemple, imaginez un écrasement, une personne qui conduit un engin et qui écrase l'un de ses employés, c'est lui qui va être poursuivi légalement pour compenser, corriger d'abord. Hein. Lui n'a pas d'assurance, peut-être, n'a pas d'assurance. Hein. Il n'est pas nécessairement qu'il ait une assurance. Donc, c'est lui qui va corriger. Et peut-être il y a même une voie légale pénale. On va le poursuivre. Ce n'est pas le cas lors de l'exercice d'un travail sous l'autorité d'un employé. C'est l'employeur qui prend le charge en se basant sur cette règle légale de la responsabilité d'autrui, vicarious liability, pour corriger. Mais il reste une petite dérogation par rapport à cette règle, c'est que l'employeur, il a toujours la possibilité de faire ce qu'on appelle son droit de recours. Ça veut dire qu'il s'adresse, si lui, il estime qu'il a fait le nécessaire,
vis-à-vis de ses employés, même les managers. Donc, il a la possibilité, n'a pas à supporter la partie pénale, au moins, il peut faire ce qu'on appelle le droit de recours contre l'un de ses managers. Des managers, ça peut être un directeur du site. C'est le conseil d'administration parfois de l'entreprise qui donne, qui initie soi-disant cette procédure de recours contre un directeur général d'un site. Parce que le headquarter ou le siège d'administration peut ne pas toujours être dans le lieu où l'accident s'est survenu. Donc, le conseil décide qu'il a mis en place l'ensemble des politiques nécessaires et que c'est au DG de supporter. Ce n'est pas à l'entreprise, ce n'est pas à l'entité morale, l'entreprise de supporter, mais c'est au directeur général lui-même qui doit supporter. Et parfois, pour justifier, donc, les managers utilisent ces types de formations, hein, les Managing Safely, les OSHA 30 heures et autres formations pour dire, voilà, on a tout donné à nos employés, les managers, on les a équipés de formations, d'équipements, mais pourtant, ils ont décidé d'une manière délibérée d'enfreindre les règles de l'entreprise et de causer l'accident, hein, et c'est à eux de supporter, ce n'est pas à l'entreprise. Ça peut exister, j'ai vu ça dans pas mal d'entreprises, parfois l'entreprise qui supporte, parfois c'est l'employé manager et parfois même non-manager qui supporte le recours pénal contre sa responsabilité. Donc, l'une des responsabilités du manager, c'est d'abord intégrer toujours la sécurité lors de la phase de planification, toujours être exemplaire et parler de sécurité et démontrer, donc avoir ce qu'on appelle un comportement de sécurité vis-à-vis de